qui se font au niveau réseau. Donc, ça nous permettra par la suite, donc à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, donc d'entamer le nouveau chapitre sur les solutions de qualité de service intégrées aux équipements. D'accord. Donc, la semaine dernière, donc je me suis arrêté sur les niveaux de service. On avait dit qu'il y avait trois niveaux de service. On définissait donc trois niveaux de service. On essaye donc d'opter pour le service qui est adapté le plus à nos besoins. Quand je dis à nos besoins, c'est par rapport aux applications qu'on utilise. D'accord. Donc, les services ou bien les niveaux de service qui existent. Donc, j'avais dit qu'il y avait ce qu'on appelle le best effort. Et là, on va reparler aujourd'hui aussi donc, du best effort. Et j'avais dit que le best effort, donc, c'était tout simplement compter sur les performances du réseau sans mécanisme de qualité de service. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne déploie pas ou on n'essaye pas d'intégrer ou de déployer des solutions de qualité de service au niveau du réseau. Donc, quand je dis ça dépend donc des performances du réseau, ça veut dire que en fonction de la charge du réseau, en fonction de la charge, les performances du réseau changent. D'accord. Donc, un moment de pic, quand il y a une surcharge au niveau du réseau, ben, tout simplement les performances seront médiocres. Dans des moments où il n'y a pas de pic, il n'y a pas de charge, les performances du réseau seront bonnes. Donc, c'est ça le best effort. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce que les performances sont bonnes qu'on dira qu'il y a des solutions de qualité de service qui sont déployées ou bien intégrées au niveau du réseau. Non, c'est juste par rapport à la charge. D'accord. Donc, le réseau, il arrive à bien gérer, dans de bonnes conditions, à bien gérer les applications et à fournir un certain niveau de service. D'accord. Donc, ça, c'est le best effort. Ensuite, on avait dit que on avait ce qu'on appelle les services différenciés. Alors, dans les services différenciés, on commence à déployer, à intégrer des solutions de qualité de service. Mais le niveau de service fourni, il est relatif. Pourquoi relatif? Relatif parce que tout simplement, le niveau de service, il dépend là aussi de la disponibilité de ressources. Donc, on revient encore une fois à la disponibilité de ressources. On dit service différencié pour la simple raison qu'on essaye. Donc, c'est-à-dire le principe de cette solution, c'est d'intégrer des solutions et des mécanismes de qualité de service, de déployer ces mécanismes-là au niveau du réseau, mais sans garantir la disponibilité de ressources. C'est-à-dire que si les ressources sont disponibles, on essaie de favoriser un flux ou une classe de service par rapport à une autre. D'accord? Particulièrement en termes de délai. On avait déjà parlé de ça la semaine dernière. Donc, si les ressources sont disponibles, je dis tel flux est prioritaire par rapport à tel flux. Alors, pourquoi on dit prioritaire? On dit prioritaire en termes de besoins et en termes d'exigence de niveau de service. Donc, si les ressources sont disponibles, je favorise tel flux par rapport à un autre. Et donc là, le flux qui a été favorisé, il aura de meilleures performances. Donc, on le fait passer, par exemple, au niveau des routeurs, on le fait passer en priorité. Donc, on est en train de réduire le délai de passage des paquets associés à ce flux par rapport à un autre paquet qui n'est pas prioritaire ou à d'autres flux qui ne sont pas prioritaires. D'accord? Mais dès qu'il y a une baisse des ressources, là, le délai, il ne sera plus respecté. Donc là, le paquet prioritaire, il va simplement passer plus de temps au niveau du routeur. Donc son délai, il va augmenter. D'accord? Donc ça reste relatif. On a des mécanismes, c'est-à-dire ce qui change entre le best effort et les services différenciés, c'est que dans le best effort, il n'y a aucun mécanisme de qualité de service. Par contre, dans les services différenciés, on a des mécanismes de qualité de service, mais qui dépendent essentiellement de la disponibilité de ressources. Donc, si les ressources sont disponibles, tant mieux pour nous. Le réseau, il arrive à fournir un bon niveau de service aux applications sensibles à la COS. Si on n'a pas de ressources, la qualité de service, elle sera dégradée. C'est pour ça on dit que c'est relatif. Par contre, si on passe au troisième niveau, les services garantis. Alors, dans les services garantis, on a un niveau constant de qualité de service fourni par le réseau. Constant et correspondant aux exigences des applications. Alors, ça, c'est réalisé grâce à la réservation de ressources.
Donc là, on va à un stade supérieur. Alors, contrairement aux services différenciés, où on ne fait pas de réservation de ressources, c'est-à-dire on fait de la gestion du trafic en fonction des priorités de chaque trafic ou de chaque flux, dans les services différenciés, on fait de la réservation de ressources. C'est-à-dire qu'un flux qui nécessite un certain niveau de qualité de service, je ne commencerai pas l'envoi des paquets de ce flux-là tant que je ne me suis pas assuré que les ressources nécessaires sont disponibles au niveau du réseau. Quand je dis les ressources nécessaires, c'est les ressources nécessaires pour avoir un bon niveau de qualité de service fourni pour ce flux, fourni pour ces applications-là. D'accord? Donc là, il y a un traitement qui se fait avant l'envoi des paquets. Ce traitement, il consiste à réserver les ressources sur le chemin. Donc, ce qu'on a rajouté par rapport aux services différenciés, c'est que le niveau de qualité de service ici n'est pas relatif ou bien ne dépend pas de la disponibilité des ressources. On est en train de faire de la réservation de ressources. Donc, les ressources, si on commence à diffuser les paquets, les ressources, on est certain que les ressources sont disponibles. Et si les ressources sont disponibles, on les a réservées, ça veut dire qu'on peut assurer un niveau de qualité de service qui est stable. On est certain le niveau de qualité de service ne va pas baisser. D'accord? Donc ça, c'est les 3 niveaux de qualité de service. Best effort, services différenciés et les services garantis. Alors j'avais dit, on avait terminé sur ce point-là, j'avais dit que c'est vrai que en termes de niveau de service, il n'y a pas mieux que les services garantis, mais le problème, c'est que c'est une solution qui n'est pas évidente à réaliser, n'est pas évidente à déployer. Parce que quand on dit faire de la réservation de ressources, imaginez que vous avez plusieurs flux ou plusieurs services à gérer en même temps. D'accord? Donc, ce n'est pas évident de satisfaire toutes les applications, de satisfaire ou de réserver donc les ressources nécessaires pour le fonctionnement de toutes ces applications. Donc, c'est quand même, je dirais, un paradigme qui n'est pas facile à déployer. D'accord? Donc, généralement, donc, on s'oriente plus vers le best effort. Donc, c'est quelque chose de commun. Et les services différenciés qui restent relativement faciles à gérer, bien que le niveau de qualité de service n'est pas aussi performant, n'est pas aussi stable que les services garantis. Voilà, donc ça, c'était juste le dernier point qu'on avait abordé la semaine dernière. Je l'ai repris parce que j'aurai besoin de ces 3 niveaux de service dans un moment. On va faire le lien entre 2 parties donc, du cours, donc entre cette partie et la partie qui va venir juste après. Alors, donc on va parler maintenant des composants de la COS. Alors, les composants de la COS, c'est en fait les différentes parties au niveau du réseau où on doit intervenir. Donc, à quel niveau je dois intervenir pour déployer des solutions de qualité de service. Donc, pour déployer les solutions de qualité de service, on peut intervenir à 3 niveaux différents. Alors, premier niveau, qui est le niveau, je dirais, microscopique, c'est au niveau des équipements. D'accord? Au niveau des équipements, on a la possibilité donc d'intervenir pour déployer des solutions et des algorithmes. Quand je dis des solutions, particulièrement des algorithmes qui permettent donc de fournir, qui permettent d'offrir un certain niveau de service aux différentes applications. Donc, ça, c'est le niveau 1, ça, c'est le premier niveau. Donc, on intervient au niveau des équipements. Deuxièmement, ces équipements, et comme je l'ai dit depuis la première séance, je vous ai dit qu'on ne peut pas dire que j'ai une solution de qualité de service en me contentant d'une partie du réseau. C'est-à-dire que je déploie des solutions de qualité de service juste sur une partie du réseau et je laisse l'autre partie sans solution de qualité de service. Parce que les composants, quand on parle des composants, j'avais dit, premier élément, c'est les composants. Vous prenez un réseau, si 50% des routeurs de ce réseau-là supportent la COS, d'accord, et les 50% donc, qui restent ne supportent pas la COS ou bien ne sont pas configurés pour fournir une qualité de service, c'est comme si vous n'avez rien fait. On doit agir sur la totalité du réseau, sur l'ensemble des composants du réseau. Et donc, quand on déploie des solutions de qualité de service sur les composants du réseau, ces composants doivent communiquer.
Donc, on doit prévoir ce qu'on appelle des mécanismes de signalisation qui permettent aux différents composants de communiquer entre eux pour se mettre d'accord sur la même politique de qualité de service à fournir, ou bien sur le même niveau de qualité de service à fournir pour tel flux et tel flux. Les composants doivent communiquer. Et donc, il faudra prévoir ce qu'on appelle des mécanismes de signalisation qui permettent la communication entre les différents composants. Donc, il ne suffit pas de déployer une solution de qualité de service au niveau du composant, mais il faudra passer au stade du réseau, c'est-à-dire aller vers la totalité ou l'ensemble des composants du réseau. Okay? Mais chaque composant, il ne doit pas travailler de façon indépendante. J'avais parlé tout à l'heure, donc je viens de faire un petit rappel sur les niveaux de service. Imaginez par exemple, juste un exemple très simple. Vous avez deux routeurs. Un routeur qui est configuré pour fonctionner en mode service différencié, d'accord? Et juste à côté, un routeur voisin qui est configuré pour fonctionner en mode service garanti. Donc c'est comme si vous avez deux personnes qui parlent deux langues différentes. Donc l'un qui parle anglais et l'autre qui parle chinois. Ils n'arrivent pas à communiquer, ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc, il ne suffit pas de dire chacun d'eux, il sait parler. Donc, je prends deux personnes, il parle l'anglais, l'autre il parle le chinois. Chacun d'eux, il sait s'exprimer. Mais je dois les faire communiquer. Et là, il y a un problème. Donc, si je configure mes routeurs pour fournir des niveaux de service, ça c'est bien, ça c'est l'étape 1. Mais l'étape 2, je dois avoir une coordination entre tous les composants du réseau pour fournir le même niveau de service à un type particulier d'application, un type particulier de flux. Donc, on doit prévoir ce qu'on appelle les mécanismes de signalisation. Donc, les mécanismes de signalisation, ils permettent donc, aux différents composants du réseau de communiquer entre eux pour fournir le même niveau de service. Donc, ça, c'est le niveau 2. On commence par les composants. Ensuite, on passe au niveau réseau et on doit faire communiquer l'ensemble des composants. Donc là, c'est bon, on a réglé ce qu'il y a à régler au niveau du réseau. Il nous reste maintenant la gestion et le contrôle de la qualité de service aux extrémités. Donc, il faut prévoir donc, des mécanismes qui permettent l'administration centralisée. Et ça ne va pas se faire à l'intérieur du réseau, mais ça va se faire à l'entrée du réseau, bien aux extrémités du réseau. Donc, on doit prévoir, bien on doit disposer de mécanismes qui permettent de gérer l'aspect administration, l'aspect configuration et tout ce qui s'ensuit au niveau des extrémités du réseau. Donc, si on essaye de voir, voilà, donc ça c'est les trois composantes donc, de la COS. Donc, vous avez ici la COS, la qualité de service associée à un équipement. Donc, c'est au niveau des routeurs. Donc, il y a des solutions qui sont déployées au niveau des routeurs, mais ça reste une solution qui n'est pas suffisante. Donc, je dois avoir une solution de qualité de service globale sur tout le réseau. Donc, pour cela, les composants doivent coordonner entre eux et donc, je dois prévoir des mécanismes de signalisation. Je dois offrir aux routeurs des solutions pour communiquer entre eux et se mettre d'accord sur le niveau de qualité de service à fournir, bien à offrir à telle et telle application, bien à tel et tel flux ou à telle et telle classe. Tout dépend de l'approche à adopter au niveau du réseau. Ça, c'est les mécanismes de signalisation. Troisième composant, c'est la phase de contrôle et d'administration qui se fait à l'extrémité du réseau. Donc là, on intervient au niveau extrémité. Ça, c'est la partie administration qui se fait, donc qui n'est pas intégrée directement au niveau du réseau. Donc, on va essayer de voir ces trois composants. Donc, quand on parle de la COS dans un équipement, on parle en fait donc, des différents algorithmes et des différentes solutions logicielles qui sont déployées au niveau d'un routeur. Alors, un routeur, il faut savoir qu'il gère plusieurs phases de traitement, sans parler de l'aspect routage, parce que ça, c'est la tâche principale d'un routeur. Donc, je fais abstraction de l'aspect routage.
on va intégrer dans les routeurs donc, qui supportent la COS de nouveaux algorithmes. Donc là, il y a une certaine évolution qui est en train de se faire au niveau des routeurs. Ces routeurs-là ne vont plus se contenter de gestion de l'aspect routage. D'accord? Donc, on passe d'un routeur standard où la tâche principale était principalement la gestion donc, de tout ce qui est acheminement, donc la partie routage, on passe à des routeurs qui supportent la qualité de service. Et quand on parle d'un routeur qui supporte la qualité de service, il y a deux nouveaux algorithmes qui sont déployés, qui sont intégrés au niveau de ce routeur. Il y a de nouvelles phases de traitement qui sont intégrées. On ne va pas se contenter uniquement de l'aspect routage, mais il faudra donc toucher à l'aspect classification, on va toucher à la gestion des files d'attente, et on va toucher aussi à la partie ordonnancement des packs. Donc, vous voyez que là, on a intégré 3 phases de traitement supplémentaires par rapport à un routeur standard. Un routeur standard, il ne gérait que l'aspect routage. Dans un routeur supportant la COS, on garde l'aspect routage parce que ça, c'est, je dirais, la tâche principale d'un routeur. Mais on a intégré des phases de traitement supplémentaires, des phases de traitement qui permettent au routeur de fournir un certain niveau de qualité de service. Alors, quand on parle de classification, donc première phase de traitement, alors cette partie-là, les 3 points de classification, mise en file d'attente, l'ordonnancement, ça sera le prochain chapitre qu'on aura à étudier. Et ça va prendre plusieurs semaines, parce que chaque étape, chaque phase de traitement, on va essayer de la détailler, d'expliquer, de donner des exemples d'algorithmes qui sont déployés. Donc là, je vous donne juste un petit aperçu, on reviendra au détail par la suite dans le prochain chapitre. Alors, quand on parle de classification, si vous vous rappelez, on avait parlé de ça lors des précédentes séances. J'avais dit que dans la gestion des flux, on a la possibilité donc de déployer des solutions, de fournir des niveaux de service, de niveaux de qualité de service par flux, par application, d'accord? Mais j'avais dit que ça, ce n'était pas toujours évident. Ce n'était pas toujours évident parce que ce n'est pas facile et on ne dispose pas toujours des ressources nécessaires pour fournir un niveau de qualité de service adapté à chaque flux. D'accord? Ce n'est pas évident de fournir une solution ou bien de déployer une solution de qualité de service pour chaque type d'application. Avoir une solution unique, ça c'est impossible. Je ne peux pas dire ou proposer une solution et dire que cette solution, elle marche quelles que soient les applications. Ça c'est impossible. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste à déployer une solution pour chaque application. Ça, c'est possible pour certains cas. Mais on ne peut pas généraliser cette approche pour toutes les applications. Pour la simple raison que ça va nécessiter beaucoup de ressources, beaucoup de traitements à l'intérieur du réseau. Donc, on va intégrer, au lieu d'améliorer la qualité de service, on va surcharger notre réseau avec des paquets de contrôle supplémentaires, avec un traitement supplémentaire qui doit se faire au niveau des routeurs. Donc, c'est une charge supplémentaire. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, donc, c'est de s'orienter vers la gestion des classes. Et une classe, c'est quoi? Une classe, c'est un ensemble d'applications qui ont des caractéristiques très similaires, qui ont des besoins similaires en termes de niveau de qualité de service. Donc, on essaie de regrouper tout ça sous forme de classe. Et donc, au lieu de gérer, par exemple, une centaine d'applications, je vais me retrouver à gérer, par exemple, une dizaine de classes. Si on suppose que chaque classe, on met à l'intérieur, on met 10 applications ou 10 flux qui se ressemblent un petit peu en termes de besoins. Donc, le fait de gérer par classe, ça va réduire la charge au niveau du réseau. Ça va gérer la charge de traitement au niveau des routeurs. Ça va réduire le trafic de contrôle. On avait parlé de la signalisation. Qu'est-ce que je vous ai dit, les routeurs doivent communiquer entre eux pour fournir le même niveau de qualité de service à chaque type d'application, bien chaque classe. Alors, imaginez que les routeurs vont se synchroniser, ils vont coordonner entre eux pour fournir le même niveau de qualité de service pour chaque type d'application. Ça, ce n'est pas évident à réaliser. Donc, on s'oriente vers la gestion des classes. D'accord? Alors, dans la gestion des classes, là aussi, on a essayé d'optimiser le traitement. Parce que quand vous entrez dans un réseau, il y a les routeurs d'accès qui se trouvent au niveau
des extrémités du réseau, donc qui permettent l'accès du trafic à l'intérieur du réseau. Et vous avez donc les routeurs qui se trouvent à l'intérieur du réseau. D'accord? Alors, cette phase de classification, quand on dit classification, on parle du regroupement. Donc, j'essaye de regrouper les flux similaires, je les regroupe pour les mettre dans une seule classe. Alors, avant, cette phase de classification, elle se faisait à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de chaque routeur. Et après, on s'est dit, pourquoi reprendre le même traitement, pourquoi appliquer, refaire la même classification, si ce qu'on est en train de faire à l'entrée du réseau, c'est exactement la même chose qui va se faire à l'intérieur du réseau. La classification que je fais à l'entrée de mon réseau, c'est la même que je vais appliquer à l'intérieur du réseau. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pratiquement éliminé la phase de classification au niveau des routeurs qui se trouvent à l'intérieur du réseau. Alors, les routeurs qui se trouvent à l'intérieur du réseau, qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste une consultation de la classification qui a été faite auparavant. Donc, c'est comme si, à l'entrée du réseau, donc je fais la classification, je regroupe les trafics ou les flux similaires, je les regroupe sous forme de classe, et je diffuse l'information aux routeurs du réseau, je leur diffuse l'information pour leur dire, voilà, tel flux, il appartient à telle classe. Donc, les routeurs qui se trouvent à l'intérieur de mon réseau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste consulter la classe du trafic et fournir le niveau de qualité de service exigé pour cette classe. Donc, ça s'arrête là. Donc, on est en train de réduire la charge au niveau des routeurs. D'accord? Donc, la classification proprement dite, et on va voir comment se fait la classification dans le prochain chapitre. Donc, la classification proprement dite, elle est faite à l'entrée du réseau. Dès que vous accédez à l'intérieur du réseau, on fait de la consultation. Je vérifie à quelle classe appartient ce paquet. Et je lui fournis, bien je le traite en fonction de ses besoins. Deuxième phase de traitement, c'est la mise en file d'attente. Donc, on avait déjà dit que les files d'attente, c'était quoi? C'était juste un espace mémoire. Donc, il ne faut pas tomber dans le cas où on arrive à des états de congestion du routeur. Parce qu'un routeur congestionné, il procède directement à l'élimination des paquets. Donc, on fait passer, on n'a pas le choix, on fait passer donc les paquets par des files d'attente, mais on essaie donc de réduire la charge, bien de réduire le taux de remplissage des files d'attente pour éviter aux routeurs de converger vers un état de congestion. Donc, on prévoit des algorithmes ici, on prévoit des algorithmes, des solutions qui permettent donc de réduire le taux de remplissage des files d'attente et anticiper pour éviter l'état de congestion. Donc, ça, c'est la gestion des files d'attente. Troisième phase de traitement, c'est la partie ordonnancement. Alors, si vous vous rappelez, là aussi, on avait déjà abordé ce point-là. Quand on parle de l'ordonnancement, on parle de la gestion des paquets ou bien comment définir l'ordre d'envoi des paquets au niveau des interfaces de sortie. Et j'avais dit que pour le routeur standard, on avait donc une file d'attente par interface de sortie qui était gérée suivant la politique FIFO. Or que quand on a un routeur qui supporte la COS, on a la possibilité d'avoir plusieurs files d'attente par interface de sortie. Et quand on a plusieurs files d'attente par interface de sortie, ça va nous faciliter l'application de la priorité entre les flux. Quand on fait du diff-serve, d'accord, le fait de séparer les flux dans des files d'attente différentes, on peut facilement déterminer les flux prioritaires par rapport aux flux non prioritaires. C'est à partir de là qu'on pourra envoyer les paquets, donc commencer par les paquets, donc les envoyer au niveau de l'interface de sortie, les envoyer donc au niveau de l'interface de sortie pour les faire passer en priorité, réduire leur temps de passage par le routeur. Les paquets moins prioritaires, on dira, bon, c'est pas grave, ils peuvent passer un peu plus de temps au niveau des files d'attente. D'accord? Donc, le fait d'avoir plusieurs files d'attente par interface de sortie nous facilite la tâche par rapport à la gestion de la priorité, par rapport à l'application et au déploiement du modèle diff-serve. Et donc, l'ordonnanceur, son rôle, c'est quoi? C'est de définir, suivant une certaine politique d'ordonnancement, l'ordre d'envoi des paquets au niveau des interfaces de sortie. Entre plusieurs files d'attente, dans chaque file d'attente, il y a plusieurs paquets. Ben, je vais définir
comment je vais envoyer ces paquets. Et donc là, c'est la politique d'ordonnancement qui va me définir clairement l'ordre d'envoi des paquets au niveau des interfaces de sortie. Alors, le deuxième composant, c'est la partie signalisation. Alors, la partie signalisation, j'avais dit qu'elle permettait donc de coordonner les différents routeurs ou les différents composants de telle sorte à offrir et à donner le même niveau de qualité de service aux différentes applications. D'accord? Donc, c'était un moyen de faire communiquer les différents composants. Alors, il y a deux types de signalisation. Il y a ce qu'on appelle la signalisation in-band et il y a la signalisation out-band. Alors, ça veut dire quoi la signalisation in-band? Ça veut dire quoi la signalisation out-band? On parle de la signalisation out-band quand les données de signalisation sont portées par l'information à véhiculer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information concernant la priorité, par exemple, du paquet, ou concernant les besoins du paquet en termes de qualité de service, ces informations-là, on va les retrouver dans le paquet lui-même. D'accord? Donc, c'est le paquet qui est en train de transporter sa priorité et qui est en train de transporter les informations définissant ses besoins en termes de qualité de service. Par exemple, est-ce qu'il exige un délai de transfert court? Est-ce qu'il exige une quantité de bande passante, une certaine quantité de bande passante? Donc, ces informations-là, on les retrouve à l'intérieur du paquet. Donc, le paquet, quand il arrive, le routeur, qu'est-ce qu'il fait? Il extrait ces informations-là et il vérifie est-ce qu'il y a possibilité de fournir le niveau de service exigé ou bien demandé par le paquet. Quand on parle de la signalisation out-band, l'information concernant les besoins du paquet et concernant le niveau de qualité de service exigé par le paquet d'une application ou bien d'un flux, il n'est pas intégré au niveau du paquet. Les données de signalisation sont véhiculées vers les équipements du réseau avant le transfert de l'information. Ça veut dire qu'il y a un échange entre les deux composants avant d'envoyer le paquet. Il y a un échange entre les deux composants pour se mettre d'accord sur le niveau de service à fournir à ce paquet, ou bien au paquet de l'application. Et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire quand les deux routeurs se mettent d'accord sur le niveau de service, c'est à ce moment-là qu'on envoie le paquet. Donc, dans le cas du in-band, c'est le paquet qui transporte l'information concernant sa priorité, concernant le niveau de service exigé et tout. Okay? Quand on parle de la signalisation out-band, l'envoi ou bien les informations de signalisation sont envoyées avant l'envoi du paquet. Donc, ce n'est pas le paquet qui va transporter cette information, comme ça a été le cas dans le in-band, mais il y a un échange, donc il y a des paquets de contrôle qui sont échangés entre les différents composants du réseau pour se mettre d'accord sur le niveau de service à fournir et à garantir au paquet, bien aux différents paquets de l'application. Et à ce moment-là, on pourra passer à la phase suivante qui est l'envoi des paquets. Donc, voilà comment on définit la signalisation. Donc, il y a deux types de signalisation. Alors, si je vous disais maintenant, par rapport au niveau de service, on a vu les niveaux de service et j'avais fait un petit rappel sur les niveaux de service avant de commencer la séance d'aujourd'hui. Et c'était dans le but donc de discuter, de faire le lien entre niveau de service et signalisation. Alors, si je vous dis pour les 3 niveaux de service, ça c'est une question, hein, d'accord? Donc, je m'attends à voir vos réponses. Si je vous dis pour les 3 niveaux de service définis, best effort, service différencié, service garanti, quel type de signalisation nous devons utiliser pour chacun de ces niveaux de service? Allez-y, je vous écoute.
Alors, il n'y a pas de réponse. Bon, là, le in-band. D'accord. Donc, je vais reprendre rapidement. Je vais reprendre rapidement les deux types de signalisation. Je reposerai ma question, d'accord? Donc, je m'attends à voir vos réponses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La signalisation, la communication. Quand on parle de signalisation, je parle de communication. J'ai dit la signalisation, elle permet à deux composants, à deux routeurs de communiquer pour se mettre d'accord sur le niveau de service à fournir à un flux ou à une classe, d'accord? Ou à un paquet. Donc, si on essaie de raisonner en termes de paquet. Alors, il y a deux façons de communiquer. La première méthode, c'est-à-dire le premier type de signalisation, on parle de la signalisation in-band. Ça veut dire quoi la signalisation in-band? Parce que quand on parle de communication, j'avais dit que la signalisation, elle permet de faire coordonner plusieurs composants pour fournir le niveau de service exigé par l'application. D'accord? Donc l'application, elle a un certain besoin en termes de qualité de service. Elle nécessite par exemple un certain débit stable. Elle nécessite ça, c'est les besoins de l'application. Véhiculé par le paquet lui-même. Le paquet, il contient des données. On fait abstraction de cette partie-là. Il y a une autre partie du paquet qui nous donne des informations sur les besoins de ces paquets en termes de qualité de service. Quand je dis que le flux ou l'application, elle nécessite un délai de transfert court, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paquet, il doit véhiculer au niveau de la partie au niveau de la partie en tête, il doit véhiculer une information qui va informer les routeurs que ce paquet-là, il ne doit pas passer beaucoup de temps au niveau du routeur. S'il exige s'il exige une quantité de bande passante constante, fixe et constante, il doit véhiculer cette information. Donc, les besoins en termes de qualité de service de chaque paquet, on les retrouve dans le paquet lui-même. C'est lui qui véhicule cette information. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la signalisation in-band. La signalisation out-band, c'est une signalisation, donc l'échange entre les composants, il se fait avant l'envoi du paquet. Donc, il y a un échange préalable qui se fait entre le routeur X et le routeur Y sur les besoins des applications en termes de qualité de service. Donc, le X, il va communiquer avec Y pour se mettre d'accord et fournir un certain niveau de qualité de service à l'application. Y, il va communiquer avec Z pour fournir le même niveau, essayer de fournir le même niveau de qualité de service à la même application. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train donc de diffuser l'information concernant les besoins de l'application sur l'ensemble du réseau avant même l'envoi des paquets. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la signalisation out-band. Elle n'est pas intégrée dans le paquet lui-même. Il y a un paquet de contrôle qui diffuse cette information, qui véhicule cette information. Par contre, dans la signalisation in-band, c'est le paquet lui-même. C'est-à-dire, il y a une partie de données, il y a une partie qui contient les informations concernant la cause exigée par ce paquet-là.
concernant les exigences de ce paquet-là, en termes de qualité de service. Voilà donc la différence entre la signalisation in-band et la signalisation out-band. Donc j'espère que maintenant c'est plus clair. Donc, je reviens à ma question. Quel est le type de signalisation utilisé dans les 3 niveaux de service? On a dit niveau de service, on a le best effort, on a le diff-serv, les services différenciés, et on a les services garantis. Et on a 2 types de signalisation. Alors, je vais lire vos réponses. Riyad Ben Asman, on n'a pas le niveau premium. Hein. Ne confondez pas entre ce qu'on a vu la semaine dernière en termes d'offres d'un opérateur et les niveaux de service. Quand on parle de niveau de service, on a les premium outbound. Il n'y a pas un niveau de service qui s'appelle premium. Les niveaux de service sont connus. On a 3 niveaux de service. Best effort, diff-serv, in-serv. C'est tout ce qu'il y a. Ça, c'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire, quel que soit le pays, on parle de réseau, qualité de service, on vous donne ces 3 niveaux de service. Best effort, diff-serv, in-serv. Par contre, ce que j'avais donné la semaine dernière, en termes d'offres, j'avais dit par exemple le niveau premium, le niveau gold, le niveau silver. Ça, c'est quelque chose qui est offert. Je dirais c'est purement commercial. Tu as un opérateur, voilà, moi, avec les services que j'offre. C'est des offres. Vous changez d'opérateur, il peut vous donner d'autres noms. Peut-être pour le même niveau de service, mais vous avez d'autres noms. D'accord? Donc, ne confondez pas entre les niveaux de service et les offres fournies par les opérateurs. D'accord? Donc, premium, le niveau premium n'existe pas. OK? Alors, on a best effort in-band, service différencié in-band, service garanti out-band, best effort ni l'un ni l'autre, service différencié, signalisation in-band, service garanti out-band. Alors, grosso modo, les réponses sont bonnes. Les réponses sont bonnes concernant donc les services différenciés et les services garantis. Alors effectivement, les services différenciés, on utilise de la signalisation in-band. D'accord? Chaque paquet, parce que on a dans le diff-serv, on offre un niveau de service en fonction de la disponibilité des ressources. Donc, on gère la priorité, la différenciation de services, elle est basée essentiellement sur la notion de priorité. OK? Et donc, quand on a cette notion de priorité, c'est le paquet lui-même qui va véhiculer sa priorité. C'est lui qui va définir clairement sa priorité. Voilà la priorité. Donc, chaque paquet, il véhicule sa priorité. Qui est le routeur? Le routeur, qu'est-ce qu'il fait? Il consulte la priorité du paquet. Et en fonction de cette information, il le met dans la file d'attente associée. S'il est prioritaire, s'il appartient au flux le plus prioritaire, eh bien, il va mettre le paquet dans la file d'attente la plus prioritaire. S'il appartient à une classe de service qui a une priorité moyenne, il va le mettre dans une file d'attente de priorité moyenne. S'il appartient à une application, à une classe avec une priorité basse, il va le mettre dans la file d'attente la moins prioritaire. Donc, effectivement, les services différenciés, dans les services différenciés, on utilise la signalisation in-band. Pour les services garantis, effectivement, on utilise la signalisation out-band. Qu'est-ce qu'on a dit pour les services garantis? On a les services garantis, on fait de la réservation de ressources. Je n'envoie pas les paquets tant que je ne me suis pas assuré que le niveau de service exigé par l'application, ou bien exigé par le flux, ne soit garanti. Est-ce que je peux faire ça avec une signalisation in-band? Je ne peux pas faire ça.
Parce que dans la signalisation inbound, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'information, elle est véhiculée par le paquet lui-même. Ça veut dire que le paquet, il est envoyé en même temps que l'information concernant ses exigences en termes de qualité de service. Donc, le niveau de service garanti, il correspond à une signalisation outbound. Donc, il y a une phase de réservation de ressources qui doit se faire avant l'envoi des paquets. Donc, il y a des paquets de contrôle qui sont échangés entre les différents routeurs pour réserver les ressources nécessaires à une application. Quand on s'assure que les ressources ont été réservées, et donc on peut fournir un certain niveau de qualité de service correspondant aux exigences de l'application, c'est à ce moment-là qu'on pourra commencer l'envoi des paquets. Donc, vous allez créer une sorte d'un chemin virtuel avec toutes les ressources nécessaires sur tout le chemin pour fournir le niveau de qualité de service exigé par l'application. Donc, service garanti, c'est du outbound. Service différencié, c'est du inbound. Maintenant, il y a certains qui n'ont pas répondu au best effort et il y a d'autres qui ont, donc j'ai différentes réponses concernant le best effort. Alors, pour vous, le best effort, dans le cas du best effort, quel est le niveau de service, quel est le type de signalisation utilisé dans le best effort? Alors, Younes, donc pas de signalisation. Riyad, inbound, donc signalisation inbound. Alors, les autres, pas de signalisation. Très bien, donc là, la tendance, elle est plus pour le pas de signalisation. Très bien. Alors, Younes, très bien. Younes, c'est très bien ce que tu as dit. C'est la phrase que j'allais vous dire, ou bien plutôt, c'est la question que j'allais vous poser. La signalisation, elle est associée à la cause. D'accord? On parle de signalisation pour échanger des informations afin de fournir un certain niveau de qualité de service, qui soit relative aux ressources disponibles ou non, peu importe. L'essentiel, on fait de la signalisation pour fournir le niveau de qualité de service exigé par l'application. Maintenant, est-ce qu'il y a des ressources, il n'y a pas de ressources? Ça, c'est autre chose. Donc, dans le best effort, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que dans le best effort, il n'y a aucun mécanisme de qualité de service. S'il n'y a pas de mécanisme de qualité de service, pourquoi faire de la signalisation? On parle de signalisation uniquement dans le cas de la cause. On parle de signalisation pour échanger des données, parce que c'est ça l'objectif de la signalisation, échanger des données entre les composants du réseau pour fournir un certain niveau de qualité de service. Maintenant, ce niveau de qualité de service, est-ce qu'il est relatif, est-ce qu'il n'est pas relatif? Peu importe. On est dans le DiffServ ou on est dans les services garantis, c'est pas important. On sait que les deux fournissent des niveaux de qualité de service. Dans le best effort, il n'y a pas de qualité de service. On se base essentiellement sur les performances du réseau. Il y a des ressources, tant mieux pour nous. Il n'y a pas de ressources, tant pis pour nous. Donc, pas de qualité de service, tout simplement pas de signalisation. D'accord? Donc, pour revenir à ma question, donc pour le best effort, les services différenciés et les services garantis, donc pas de signalisation pour le best effort. Pour les services différenciés, on a une signalisation inbound. Et pour les services garantis, on a une signalisation outbound. Est-ce que c'est bon pour cette question? Donc, concernant les types de signalisation avec les niveaux de service, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Alors, on continue donc avec les
les différentes solutions, donc les différents types de solutions donc, proposées. Bon, on a déjà parlé du best effort. On l'a répété à plusieurs reprises. J'avais déjà donné la définition donc, du best effort. Et donc, j'avais dit que le best effort, c'est l'absence de toute solution de qualité de service ou l'absence de tout mécanisme de qualité de service déployé au niveau du réseau. Deuxième type de solution, c'est-à-dire deuxième niveau, si vous voulez, c'est la gestion du trafic au sein du réseau, donc à l'intérieur du réseau. Et là, donc, on peut avoir plusieurs politiques donc, qui existent, qui sont déployées. Il faut savoir, donc, ça aussi, je l'avais déjà dit, il n'y a pas de meilleure solution. La solution, elle doit être tout simplement adaptée aux applications que vous utilisez et aux besoins de ces applications. Donc, je peux prendre une solution, elle peut être considérée comme très bonne dans un contexte particulier. Je prends la même solution, je lui change de contexte, elle ne va donner aucune amélioration en termes de qualité de service. Donc, chaque solution, elle est adaptée à un contexte bien particulier. D'accord? Donc, on ne peut pas dire que telle solution, c'est la meilleure. On doit avoir, quand on veut avoir une bonne qualité de service, on doit avoir plusieurs alternatives, plusieurs solutions et qui s'adaptent au contexte et à l'environnement des applications. Troisième niveau, on doit déployer des solutions qui doivent être déployées aux extrémités du réseau. Et là, on va voir par la suite qu'il y a des solutions, essentiellement des solutions logicielles qui peuvent être combinées, par exemple, à des solutions matérielles qui permettent donc de prévoir des solutions de qualité de service au niveau des extrémités du réseau. Donc, on va essayer de voir un petit aperçu sur ces trois points. Alors, le best effort, bon, je pense que ça donne à l'air plusieurs fois. On a absence de mécanisme de qualité de service. Donc là, on va pas encore s'étaler sur le best effort. C'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. Mais il faut savoir que y a tout un débat qui se fait entre les adeptes du best effort. Je dis bien les adeptes du best effort. Parce qu'il y a une catégorie donc de gens qui disent que le best effort est suffisant. On n'est pas censé déployer, on n'est pas censé surcharger le réseau avec des solutions de qualité de service. On dit qu'on peut se contenter du best effort pour avoir une bonne qualité de service. Alors, ce qu'ils disent n'est pas tout à fait faux. D'accord? Ce qu'ils disent n'est pas tout à fait faux. Mais il est vrai dans un contexte bien particulier. Quand vous êtes dans un réseau d'entreprise, parce que là, c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de meilleure solution, mais que la solution, elle est adaptée au contexte dans lequel elle est déployée. Elle dépend de son environnement. Quand on prend le réseau d'une entreprise, la gestion de la coste au niveau de l'entreprise, ce n'est pas la même qu'au niveau d'un opérateur, au niveau du réseau d'un opérateur. Au niveau d'une entreprise, la charge au niveau du réseau n'est pas très importante. Généralement, les débits aussi sont disponibles. Il y a un bon débit à l'intérieur du réseau d'entreprise. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de déployer des mécanismes complexes de qualité de service à l'intérieur du réseau de l'entreprise? Là, on peut avoir un débat sur ça. Par contre, c'est-à-dire là, on peut se contenter du best effort quand on est dans un réseau d'entreprise. Parce que la charge n'est pas très importante. Mais si vous sortez vers le réseau d'opérateurs, là, il y a un autre débat. Quand on sort vers le réseau de l'opérateur, on ne peut pas se contenter du best effort. On est obligé, avec l'augmentation de la charge, avec la variation des applications au niveau du réseau, on est obligé donc de déployer et de prévoir des mécanismes de qualité de service. Donc, le best effort, il peut être suffisant dans un contexte particulier, qui est par exemple les réseaux d'entreprise, mais dès que vous sortez du réseau d'une entreprise, là, ça change. On est obligé donc d'utiliser
des mécanismes, de prévoir des mécanismes de qualité de service. Donc, quand on est dans un réseau d'entreprise, vous voyez que, bon, même au niveau des routeurs, la charge, elle n'est pas très importante. Donc, ce qu'on peut faire pour essayer donc d'améliorer un petit peu, si vous voyez que le réseau de votre entreprise, il ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez donc essayer donc de gérer la cosse au niveau des composants. Essayez d'augmenter un petit peu le débit. Vous n'êtes pas obligé donc de déployer des solutions complexes de qualité de service. Donc, est-ce que le best effort est suffisant? Donc, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Tout dépend du contexte dans lequel on est. Tant qu'on est dans un réseau d'une entreprise, un réseau local, la réponse est oui. On peut se contenter du best effort. Mais dès que vous sortez donc du réseau d'entreprise, là, donc comme je l'ai dit, ça ne sera pas suffisant. Ça sera pas suffisant parce que la charge elle devient très importante. Le débit aussi, il risque de ne pas être suffisant pour véhiculer donc que ce soit le trafic de contrôle ou bien le trafic de données. Donc là, il faut prévoir donc des solutions de qualité de service. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les adeptes du best effort, ils n'ont pas tout à fait tort. Quand on dit on peut se contenter du best effort, oui, on peut se contenter du best effort, mais dans un contexte particulier. Donc ça, c'est par rapport au best effort. La gestion du trafic au sein du réseau. Quand on parle de la gestion du trafic au sein du réseau, on parle essentiellement des solutions déployées au niveau des composants. Et là, on revient aux 3 phases de traitement que j'avais présentées tout à l'heure. Donc, j'avais déjà abordé ce point-là tout à l'heure. Et donc, j'avais dit qu'on va reprendre tous ces points en détail dans le chapitre suivant. Les phases de traitement au niveau du composant, qui sont la classification, la mise en file d'attente et la phase d'ordonnancement, ça, c'est les 3 phases de traitement, en plus de la phase de routage, qui permettent donc de gérer et de fournir un certain niveau de qualité de service aux différentes applications. On peut gérer à partir du niveau de service, donc si vous voulez implémenter au niveau du réseau, on peut manipuler la priorité. Si on est dans un modèle, si on est dans un réseau qui suit le modèle DiffServe, on se basera essentiellement sur la priorité des paquets. Et donc, les paquets, quand on va les recevoir, le routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter la priorité de chaque paquet et le mettre dans la file d'attente correspondante à sa priorité. S'il est dans une file d'attente prioritaire, il sera traité en priorité. S'il est mis dans une file d'attente, s'il n'est pas très prioritaire, il sera mis dans une file d'attente moins prioritaire. Mais par la suite, l'envoi des paquets, il va dépendre essentiellement de la disponibilité de la bande passante. Donc, c'est pour ça que j'ai dit dans le modèle DiffServe que la COS, la qualité de service fournie, était relative à la disponibilité des ressources. Ce que je fais, moi, c'est de distinguer entre les différents flux, de distinguer entre les différents paquets en termes de priorité en les mettant dans des files d'attente différentes. Maintenant, si la bande passante n'est pas disponible, même un paquet prioritaire, je ne peux pas l'envoyer. Et on risque, à partir de là, on risque de converger vers un état de congestion du routeur. Donc là, il faudra prévoir, pour éviter de supprimer des paquets qu'on ne pourra pas récupérer par la suite, essayer donc de prévoir des mécanismes qui permettront de procéder à l'élimination des paquets, une élimination sélective. Sélective sur la base de quoi? Sélective sur la base du comportement des paquets du comportement des applications vis-à-vis de la perte de paquets. Est-ce qu'on a la possibilité de récupérer les paquets qui ont été éliminés ou non? Est-ce qu'on a la possibilité de récupérer les paquets qui ont été supprimés? Voilà pourquoi je dis s'orienter vers une suppression sélective des paquets. Qu'est-ce que je vais supprimer? Je vais supprimer les paquets, par exemple, qui utilisent le protocole TCP. Je ne vais pas éliminer les paquets qui utilisent UDP.
On sait que TCP, c'est un protocole fiable. On a la possibilité de récupérer tous les paquets qui ont été supprimés via TCP. Donc, si je tends vers un état de congestion, qu'est-ce que je fais? Je commence par éliminer ces paquets-là. Maintenant, si malgré la suppression de ces paquets, on n'arrive pas à éviter l'état de congestion, là, on sera obligé de toucher à d'autres paquets. Quitte à ne pas avoir la possibilité de supprimer ces paquets-là. Pardon, de récupérer ces paquets-là après leur suppression. C'est ça essentiellement le rôle du routeur. Classification, gestion des files d'attente pour éviter les états de congestion et la phase d'ordonnancement. Donc la phase d'ordonnancement, si on est dans un cas, si on est dans un modèle diff-serve, on suit les priorités, on met les paquets dans les files d'attente associées et on commence par envoyer les paquets prioritaires. S'il n'y a pas de bande passante, s'il n'y a pas de ressources, on est obligé de tout bloquer. On bloque tout, on converge vers l'état de congestion. Le routeur va aller vers un état de congestion. Et dans ce cas-là, on sera obligé de procéder à l'élimination de certains paquets. Et donc là, on utilise les algorithmes d'évitement des états de congestion. Donc ça, c'est la gestion du trafic pour les différents composants. Maintenant, concernant la gestion du trafic aux extrémités du réseau. Alors, il faut savoir que au niveau des extrémités, on peut utiliser différents types d'approches. Alors, parmi ces approches-là, nous avons ce qu'on appelle les gestionnaires de bande passante et nous avons les équipements de médiation. On va commencer par les gestionnaires de bande passante. Alors, les gestionnaires de bande passante, c'est une solution logicielle. D'accord? Ça veut dire que c'est une application qui est déployée au niveau, à l'entrée du réseau et qui va permettre tout simplement de définir la quantité de bande passante à utiliser pour chaque type d'application. Donc, à l'entrée du réseau, je définis en quelque sorte, je vais définir des règles. Je dis telle application, je lui donne tant de quantité. Elle ne peut pas dépasser cette quantité-là. Telle application, je lui donne telle quantité de bande passante. Donc, je suis en train de répartir, si vous voulez, les ressources de mon réseau sur les différentes applications. Et de cette façon-là, je suis en train de réguler l'utilisation des ressources. Parce que n'oubliez pas, en termes de bande passante, nous avons vu précédemment qu'on avait deux types de consommation de la bande passante. On a des applications qui sont gourmandes, ce qu'on appelle les applications qui fonctionnent en mode burst. Le mode burst, donc, il permet aux applications, bien, ces applications-là consomment la totalité de la bande passante. Donc, si je ne définis pas un seuil à ces applications-là, un seuil en termes de débit, en termes de quantité de bande passante à consommer, ben ils vont tout prendre. Par contre, si je définis, je dis telle application, telle qu'une application de téléchargement. Une application de téléchargement de fichiers, c'est une application qui consomme la totale. Ce que vous lui donnez comme bande passante, elle le consomme. Si vous avez un débit important, ben vous allez avoir votre téléchargement en un temps record. Si le débit de téléchargement n'est pas très important, vous allez augmenter la durée du téléchargement. Donc, une application de type téléchargement, transfert de fichiers, c'est une application qui consomme la totalité de la bande passante disponible. Maintenant, si vous limitez cette application-là, vous dites, voilà, je lui donne 1 kilooctet ou 10 kilooctets pour le téléchargement. Elle ne va pas dépasser ce seuil. Donc, vous êtes en train de fixer un seuil à ne pas dépasser pour cette application-là. Donc, c'est ça principalement le rôle des gestionnaires de bande passante. Donc, les gestionnaires de bande passante, ils analysent le trafic et ne se limitent pas uniquement à l'analyse des entêtes IP ou UDP TCP. Donc là, on peut utiliser par exemple une analyse sur la base des URL des pages ou bien du chemin, par exemple, pour accéder à un fichier pour le téléchargement. Donc, c'est des applications qui sont très faciles à utiliser puisqu'ils offrent une interface graphique. Donc, je vais vous montrer un exemple dans un moment pour voir l'interface de ces gestionnaires de bande passante.
Alors, leur avantage, c'est qu'elles permettent de décharger au maximum les équipements du réseau de la gestion de la cosse. Pourquoi? Parce que si vous fixez un seuil, de consommation de la bande passante pour chaque type d'application, bien pour chaque classe d'application, il suffit tout simplement par la suite de diffuser cette information sur le réseau et les routeurs, ils ne vont que appliquer ces règles-là, les règles que vous avez définies, les seuils que vous avez définis. Ils vont juste appliquer. Donc, les routeurs ne seront pas obligés d'utiliser les mécanismes de qualité de service qui sont déployés à leur niveau pour évaluer la quantité de bande passante à affecter à telle ou telle application. Donc, vous êtes en train, via les gestionnaires de bande passante, vous êtes en train d'alléger les routeurs d'un certain traitement de la qualité de service. En termes de limitation, alors premièrement, le réseau ne doit pas être saturé. Parce que si vous êtes dans un réseau qui est congestionné, quand je dis congestionné, ça veut dire qu'il n'y a pas de ressources. S'il n'y a pas de ressources, il n'y a aucun moyen de partager des ressources disponibles. Si vous n'avez pas de ressources à gérer, il n'y a rien à faire. Même si vous avez un gestionnaire de bande passante, sauf si vous arrêtez tout, vous revenez à un état initial et vous dites, voilà, je définis à partir de là, je définis des règles en termes de consommation de bande passante. Là, c'est bon. Là, ça marche. C'est-à-dire, si vous démarrez à partir de l'état initial du réseau, là, c'est bon. Mais si vous avez un réseau qui est déjà congestionné, ça ne servira à rien du tout de définir des seuils parce que de toute façon, vous n'avez pas la bande passante disponible. Deuxième paramètre, quand vous êtes dans un réseau, ou bien deuxième limitation, c'est un peu, je dirais, assez difficile à gérer. Quand vous êtes dans un réseau d'entreprise, vous êtes censé gérer les utilisateurs du réseau de la même manière. C'est-à-dire, ce que je donne à X, je le donne à Y. Bien sûr, quand je dis X et Y, je parle des utilisateurs. Quand on a des utilisateurs avec le même profil, qu'on se mette bien d'accord. Parce que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs profils. Il y a certains profils qu'on doit favoriser par rapport à d'autres. Mais si vous avez des utilisateurs avec le même profil, c'est-à-dire les mêmes types d'utilisateurs, vous êtes obligé de gérer les ressources de façon équitable entre les utilisateurs avec le même profil, ou bien appartenant au même profil. D'accord? Je vous donne un exemple très simple. Un enseignant X à l'université et un enseignant Y à la même université, ils doivent avoir le même profil. Donc, ce que je donne à X, je dois le donner à Y. D'accord? Un administrateur du réseau de l'université, c'est un autre profil. Donc, il peut utiliser plus de ressources que les enseignants. Donc, vous voyez, maintenant, la gestion, elle n'est pas évidente. Donc, il y a tout un traitement qui doit se faire pour permettre cette équitabilité en termes d'accès aux ressources du réseau. Alors, là, vous avez un exemple d'un gestionnaire de bande passante. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme information? On a les applications. Donc, je définis, vous avez la liste des applications. Vous définissez ici la liste de vos applications. D'accord? Ensuite, vous avez le protocole. Alors, je vais revenir, à la gestion du temps. D'accord? Vous avez le protocole qui est utilisé par l'application. Les ports sources, ports destination. Donc, c'est à partir de là, je parlais tout à l'heure de la définition des profils. C'est à partir de là que je vais définir les profils. J'ai telles et telles applications qui sont utilisées par telle personne. À partir de telle adresse, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de définir un profil d'un utilisateur. Et dans ce profil-là, je peux avoir plusieurs utilisateurs. Donc, plusieurs utilisateurs qui ont le même profil. Et donc, ils doivent avoir la même quantité de ressources. Donc,
les applications, je définis les applications, le protocole utilisé par les applications. Ensuite, je définis. Donc, ça, c'est quoi? Ça, je dirais que c'est le profil. C'est à partir de là que je vais définir le profil de chacun des utilisateurs. Chaque utilisateur, il est défini par une adresse IP, ou bien je définis une plage d'adresse IP. D'accord? Je prends par exemple la faculté d'informatique, j'ai la plage d'adresse IP des prises réseau. Et donc, je dis le flux qui arrive à partir de telle plage d'adresse IP, c'est-à-dire c'est la plage qui appartient à la faculté d'informatique, je leur donne tant de quantité de bande passante. Donc, j'ai défini un profil. Le profil, par exemple, le profil des enseignants de la faculté d'informatique. Je dis, bon, par exemple, les informaticiens consomment plus, ils ont besoin plus de bande passante. On aura une autre faculté. Bon, je dis, ils ne vont pas utiliser ils n'utilisent pas beaucoup d'applications, beaucoup de connexions et tout. Je réduis la quantité de bande passante utilisée. Donc, je définis la plage d'adresse IP de la faculté X ou Y et je fixe la quantité. Donc là, vous avez la quantité de bande passante à affecter à chaque plage d'adresse IP, à chaque profil, si vous voulez. J'utilise la notion de profil. D'accord? Donc là, vous voyez que ce n'est pas très difficile. En termes d'utilisation, c'est une simple interface graphique. Vous définissez vos paramètres, vous validez, c'est bon. Donc, ça va être appliqué au niveau du réseau. On peut aussi avoir une gestion par rapport au niveau de service fourni par l'opérateur. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé donc d'un opérateur qui offre, par exemple, les niveaux de service, le premium, le gold, le silver et tout. Donc là, au lieu d'utiliser une quantité de bande passante, je peux définir un niveau de service. Donc là, par exemple, j'utilise le niveau gold. Le niveau gold, bien sûr, je suis censé savoir, en tant qu'administrateur du réseau, je suis censé savoir que le niveau gold, il correspond à tel niveau de qualité de service. Si je dis le niveau silver, il correspond à tel niveau de qualité de service. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple, par exemple, de la faculté d'informatique et de la faculté d'une autre faculté. J'ai dit, par exemple, la faculté d'informatique, on consomme plus de bande passante. Donc, la plage d'adresse IP de la faculté d'informatique, je vais leur donner, par exemple, le niveau gold. Une autre faculté, ils ne se connectent pas beaucoup, ils ne sont pas nombreux aussi, je leur donne le niveau silver. En définissant la plage d'adresse IP correspondant à cette faculté-là. Donc, vous voyez que ce n'est pas compliqué. Ce qui est difficile un peu, c'est la gestion des ressources. Comment définir et comment, c'est-à-dire que je dois avoir un certain nombre d'informations pour définir clairement les profils. Tel profil, où est-ce qu'il est? Comment je peux le déterminer? Comment je peux fixer le profil correspondant, par exemple, aux enseignants de la faculté d'informatique? Parce que je suis à l'intérieur du réseau de l'université. Donc, je dois avoir l'ensemble de ces informations-là. À partir de là, il reste juste à définir les niveaux à offrir, ou bien la quantité de bande passante à offrir à chaque profil défini dans mon réseau. Donc ça, c'est les gestionnaires de bande passante. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les équipements de médiation. Alors, les équipements de médiation, c'est une combinaison, je dirais, de solutions logicielles et de solutions matérielles. D'accord? C'est une hybridation, si vous voulez, entre les deux. Un service de médiation, c'est quoi? C'est un certain nombre d'outils qui se placent à la frontière du domaine réseau et du domaine application. Donc, c'est la combinaison des deux. Alors, les objectifs de ces services, ils sont essentiellement la haute disponibilité du service pour les clients et la performance de l'application. Alors, un exemple très simple des équipements de médiation, quand vous faites, par exemple, de la redondance au niveau des serveurs. J'avais dit, si vous vous rappelez, c'était quand j'ai introduit la notion de le critère de disponibilité, j'avais donné l'exemple du résultat, l'affichage des résultats du bac. Et j'avais dit que
À une certaine heure, quand il y a une surcharge, le réseau, plutôt le serveur ne répond plus. Pourquoi? Parce qu'il est surchargé. Donc, l'une des solutions qui permet donc d'améliorer la qualité de service, c'est la duplication du serveur. Au lieu de se contenter sur un seul serveur qui va être saturé, j'ai la possibilité donc de dupliquer plusieurs serveurs qui vont me fournir les mêmes tâches. Ensuite, il y aura une redirection des requêtes. Donc, une requête sera envoyée vers le serveur 1, une requête vers le serveur 2, une troisième requête vers le serveur 3, et ainsi de suite. Donc, au lieu d'avoir un seul serveur qui va tout gérer, je dispatche les différentes requêtes sur les différents serveurs. Donc, j'ai fait de la duplication. Un autre mécanisme, donc ça, c'est par exemple, c'est un exemple, ce que j'ai dit, c'est une combinaison du matériel et du logiciel. Donc là, c'est une solution matérielle. On fait de la duplication des serveurs. Un autre exemple de solution, de solution logicielle, c'est l'utilisation des mécanismes cache au niveau, par exemple, au niveau des navigateurs. Un navigateur, quand vous n'arrivez pas à vous connecter, par exemple, pour réduire le délai d'accès quand votre connexion elle est mauvaise, on n'avez pas un bon débit, on a, au niveau par exemple des navigateurs, on utilise le cache. Le cache, c'est quoi? C'est une mémoire où il sauvegarde vos dernières consultations, bien les consultations les plus fréquentes, c'est-à-dire les pages par exemple les plus fréquentes, d'accord? Et donc, dès que vous demandez à accéder à cette page, qu'est-ce qu'il fait? Il va accéder à la page à partir du cache. Donc, il vous donne un affichage, ensuite il rafraîchit cette page en effectuant une mise à jour par rapport à la page initiale. Donc, pour vous, il y a eu un affichage, donc le délai de réponse ou le temps de réponse à votre requête, il est bon, il est court. Mais en réalité, il faut savoir que ce qu'il vous a affiché, c'est une information qui n'était pas, il ne l'a pas ramené à partir du serveur, mais il l'a affiché à partir de son cache. Donc, c'est en interne, si vous voulez, c'est sur votre machine. Ensuite, il rafraîchit. Donc, dès qu'il a accès à la page du serveur, à la page web du serveur, il rafraîchit l'affichage. Donc, il met à jour l'affichage de la version qui était disponible au niveau de son cache. Ça, c'est du logiciel. Donc, la gestion du cache, bon, c'est vrai qu'il y a de la mémoire et tout, donc pour le sauvegarde, mais la gestion de la mise à jour, donc de la version qui était au niveau du cache et tout, ça, c'est logiciel. Donc, là, vous avez un exemple de deux solutions qui font partie de ce qu'on appelle les équipements. Donc, c'est pas parce qu'on parle d'équipement de médiation que vous allez penser qu'à l'aspect matériel. On peut avoir donc quelque chose de logiciel. Je vous ai donné donc le meilleur exemple, c'est l'utilisation ou bien les techniques de cache qui sont utilisées généralement par les navigateurs pour éviter donc d'avoir un temps de réponse qui est relativement Voilà, donc pour ce chapitre-là, donc c'était des chapitres, bon, je dirais un ensemble de notions donc à présenter. Dans le chapitre suivant, donc il y aura on verra plus d'algorithmes et tout. Donc là, c'était juste des définitions, présentation donc de quelques paradigmes, quelques modèles donc de qualité de service. Donc prochain chapitre, on va aborder donc les solutions de qualité de service déployées dans un routeur. Et là, on verra surtout l'aspect algorithmique, donc les algorithmes utilisés surtout pour l'ordonnancement, la gestion des files d'attente et tout. D'accord. Voilà donc pour ce chapitre. Alors, Younes, vous avez dit pas. Je viens de voir le commentaire TAC, pas le même nombre d'utilisateurs, moins de charges. J'ai pas compris.
Alors, il faut savoir que pour les états de congestion, pour les files d'attente, les routeurs, ils peuvent communiquer entre eux pour informer. Par exemple, si vous prenez le cas d'un routeur qui va vers un état de congestion, d'accord, et ça, on va le voir dans le chapitre suivant. Un routeur qui tend vers un état de congestion, il peut anticiper. Donc, il y a un traitement qui se fait en local. En local, c'est quoi? C'est essayer donc d'éviter ou de supprimer donc certains paquets pour ne pas tendre vers l'état de congestion. D'accord? On cible certains paquets pour les éliminer. OK? Ça se fait en local. En externe, le routeur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut informer les routeurs voisins et leur demander de réduire le nombre de paquets à lui envoyer. D'accord? Donc, il y a une communication qui se fait entre le routeur qui tend vers l'état de congestion et ses routeurs voisins. Il va leur demander deux choses. Premièrement, il va les informer qu'il va tendre vers un état de congestion. Et donc, parce que quand on dit aller vers un état de congestion, ça veut dire que le temps de traitement des paquets, il va augmenter. Donc, il y aura d'éventuels retards dans l'envoi des paquets. Ça, c'est à titre, je dirais, donc il informe les autres routeurs d'éventuels retards futurs. Mais ce qu'il va demander aussi, il va demander aux autres routeurs de ne pas lui envoyer d'autres paquets pour éviter d'aller vers un état de congestion. Vous parlez de quelle table ici? Bon, il faut savoir quand on fait